நார்மலாக தான் வாழ்க்கை போயிட்டு கொண்டிருக்குது. ஆனால் சரியான கஷ்டம். ஆனால் ஜீவிக்கேண்டா கஷ்டம் இந்த நாட்டில், ஸ்ரீலங்காவில். මේක අර කීයද දෙන්නේ අන්තිම? ඔක දෝ වව්වාලේ. වව්වාලේ කීයද දෙන්නේ? ඔය 500යි. ගණන් වෙන්නේ 100යි. Une fois par semaine, Nazima fait ses courses dans le quartier de Maradana, à Colombo, la capitale du Sri Lanka. Elle et son mari gagnent moins de 150 € par mois, alors devant les étals, le choix est difficile. ஒன்று செஞ்சால் 2-3 வேலை செஞ்சு கொள்ளலாம். இனி கறிகள் மற்றும் சிக்கன் அது இதுவல் பீப்ஸ் அது இன்னும் சில கஷ்டம் தானே. இந்த கொஞ்சம் சாமத்துக்கே எவ்வளோ போச்சு பார்த்தீங்க தானே. கவலை தானே. அது கூட படிக்க வைக்கணுமே. இன்னமெல்லாம் சின்ன பிள்ளையிலே. மூத்த மாவனுக்கு 13, 14, 2வது மாவனுக்கு 9, 3வதுக்கு 3.5. Nazima partage ce 3 pièces, frigo inclus, avec 2 autres familles. C'est la seule solution qu'elle ait trouvée pour réduire ses dépenses. Au Sri Lanka, une crise économique sans précédent est en train d'affamer les populations. Miné par une dette colossale qu'il ne peut rembourser, le pays de 22 millions d'habitants a vu sa monnaie dévaluer il y a 1 an. Depuis, l'inflation atteint des niveaux records. Carburant, médicaments, alimentation. En décembre dernier, la hausse des prix a frôlé les 60%. Au marché de Manning, le plus important de la capitale, les allées ne connaissent plus la même effervescence. Les clients assistent à une inquiétante valse des étiquettes. Selon le cours et les arrivages, les tarifs varient d'un jour à l'autre. Le prix des tomates a triplé, celui des carottes ou des haricots a doublé. Résultat, les commerçants peinent à vendre leurs marchandises. Avant la crise, ils en écoulaient 25 tonnes et aujourd'hui, à peine la moitié. Pilier de l'économie du pays, l'agriculture a vu sa production divisée par 2 en 1 an. Les légumes manquent sur les étals. Certains, comme la pomme de terre, sont même importés d'Inde ou de Chine. D'autres, comme le manioc, ont quasiment disparu. Conséquence, les pénuries alimentaires menacent les populations les plus fragiles. Nous avons eu une mission d'évaluation sur les cultures et la sécurité alimentaire, dirigée par la FAO et le Programme alimentaire mondial. Elle a conclu que 66 000 personnes souffraient d'une forme sévère de sous-alimentation. Elle a aussi estimé que 6,3 millions de personnes dans le pays sont confrontées à une situation d'insécurité alimentaire. C'est une large proportion. Près d'1 tiers de la population du pays est susceptible aujourd'hui de souffrir de la faim. Les plus impactés sont surtout les classes pauvres qui vivent dans les zones rurales, mais aussi en ville. Des salariés qui travaillaient dans des PME et qui ont perdu leur emploi, ou des ouvriers précaires dont la plupart sont payés à la journée. La hausse des prix et la crise économique les ont touchés de plein fouet. Les agriculteurs ainsi que leurs femmes et leurs enfants souffrent aussi beaucoup. Il est midi à Kiruanaganga. Dans ce village situé dans le sud-ouest du pays, la salle commune fait depuis cet été office de cantine solidaire. Âgées de 5 à 80 ans, une cinquantaine de personnes attendent qu'on leur serve à manger. Chaque jour à la même heure, elles viennent déjeuner ici gratuitement. Pour la plupart, ce sera leur seul repas de la journée.
Beaucoup ici n'ont pas l'habitude de prendre 3 repas par jour. Avec la récession actuelle, manger une fois par jour est déjà un défi. Actuellement, dans cette cuisine communautaire, nous leur servons un repas pour le déjeuner. La plupart devront tenir toute la journée avec ce seul repas dans le ventre. Nous avons beaucoup de malnutrition dans cette zone. Il est donc important de leur fournir un repas nutritionnel complet. Aujourd'hui, nous leur avons servi un plat à base de 4 légumes et de protéines animales avec du poulet. Depuis 6 mois, 9 cuisines communautaires ont été ouvertes dans les régions les plus pauvres du pays pour parer à l'urgence alimentaire. Au moins 3 autres devraient ouvrir dans les prochaines semaines, notamment à Colombo. Elles sont gérées par les bénévoles du Mouvement des Jeunes de Ceylan, une ONG qui vient en aide aux enfants défavorisés. Chaque jour, ils sont 550 à distribuer près de 800 repas. Premier servi, les enfants. À 5 ans, Shalomi ne perd pas une miette dans son assiette. Ses parents, qui travaillent dans une plantation de thé, l'y envoient tous les jours pour qu'elle puisse manger à sa faim. Avec leur revenu de 5 € par jour, impossible de nourrir toute la famille. Depuis le début de la crise, plus de 300 000 Sri Lankais ont quitté le pays, selon le ministère du Travail. La plupart n'ont pas eu d'autre choix que de s'exiler, parfois vers l'Inde, le plus souvent vers la péninsule arabique. Au guidon de son tuk-tuk, Santouraj vient d'aller chercher sa fille Arishka à l'école. Il s'en occupe seul depuis que sa femme a trouvé, il y a 4 mois, un travail de domestique en Arabie Saoudite. Une décision radicale pour ce couple marié depuis 9 ans, dont les salaires ne suffisaient plus. Son épouse Rajashwari gagne maintenant 500 € par mois, 5 fois plus que son ancien salaire d'ouvrière dans une usine textile. Son contrat dure 2 ans, elle ne rentrera pas avant. Comment le Sri Lanka s'est-il retrouvé ruiné au point de ne plus pouvoir nourrir sa population? Il faut revenir 2 ans en arrière. L'impact du Covid-19 sur le tourisme, l'augmentation en flèche de la dette publique et la gestion calamiteuse de l'économie ont vidé les caisses de l'État. En mai 2021, le président de l'époque, Gotabaya Rajapaksa, a alors pris une décision qui fit l'effet d'une bombe: interdire l'importation d'engrais et de pesticides chimiques. La raison, économiser 300 millions de dollars par an et promouvoir une agriculture 100% biologique. Pour Namal Rajapaksa, membre du Parlement et neveu de Gotabaya, ce choix a été fait dans la précipitation. Personnellement, je pense qu'il a pris cette décision avec de bonnes intentions. Il voulait prouver que l'agriculture non chimique pouvait avoir lieu à grande échelle. Malheureusement, cela n'a pas bien fonctionné au Sri Lanka. Le problème est que nous n'avons pas fait de recherche approfondie ni d'études scientifiques sur les besoins en engrais chimiques des terres. En d'autres termes, nous n'avons pas fait d'analyse des sols. Je dois admettre que la mise en œuvre était mauvaise. Nous en avons même parlé dans les ministères à l'époque. Certains responsables pensaient que la transition ne pourrait pas se faire en l'envisageant sur une période longue.
Donc le moyen le plus rapide de faire passer le message d'une agriculture 100% biologique était d'adopter tout de suite les engrais non chimiques. Du jour au lendemain, 7 millions d'agriculteurs ont été contraints de se convertir au bio. Problème, les stocks d'engrais biologiques n'étaient pas disponibles en quantité suffisante. Sans expérience et par manque de préparation, la plupart ont échoué à préserver leur culture. Cette interdiction des engrais chimiques du jour au lendemain n'était fondée sur aucune preuve scientifique. Elle n'a été conseillée par aucun scientifique. Pour avoir un enfant, il faut attendre 9 mois. Certains sont peut-être désespérés d'en avoir, mais ils doivent attendre 9 mois avant que l'enfant naisse. C'est la même chose avec n'importe quelle pratique agricole. Vous ne pouvez pas court-circuiter la nature. Le bio est une bonne vision, mais il y a un processus, et ce processus prend du temps. Suite à des récoltes désastreuses, le président Rajapaksa fait machine arrière 6 mois plus tard. L'importation d'engrais chimiques est de nouveau autorisée, mais le mal est fait. Sous la contestation de la rue, il démissionne en juillet dernier, laissant derrière lui une agriculture moribonde. Un tiers des terres cultivées ont dû être abandonnées. À Hambantota, fief de l'ancien président Rajapaksa, Pyatissa Kumara revient pour la première fois nettoyer ses rizières. Il n'exploitera cette saison qu'un demi-hectare au lieu de 5. Par manque de revenus, il a dû mettre en gage les bijoux de sa femme pour payer l'emprunt de son tracteur. Avant l'interdiction des pesticides, Pyatissa récoltait jusqu'à 2 tonnes de riz par an. L'an dernier, sa production a été divisée par 10. Il compte sur l'aide d'urgence de 149 millions de dollars promise par le gouvernement pour sauver sa récolte. Mais il n'a plus confiance. La prochaine grande récolte de riz, baptisée Maha, du nom de la saison des moussons, a lieu dans quelques semaines. Mais Priyanidasa Senivratna est sceptique. Les plants qu'il a semés le mois dernier ont un retard de croissance. Il redoute un faible rendement. Une course contre la montre est lancée. Face à l'explosion du prix des engrais depuis la guerre en Ukraine, le gouvernement en a importé et distribué en urgence 22 000 tonnes. Même mobilisation des Nations Unies qui en a fourni 780 tonnes à 15 000 petits riziculteurs cultivant pour leur propre consommation. Objectif, rétablir l'autosuffisance alimentaire du pays, car la production de riz est en chute libre. Elle est passée de 3 à 2 millions de tonnes entre 2020 et 2022. Pour répondre à la pénurie, le Sri Lanka n'a pas eu d'autre choix que d'en importer du voisin indien. Vendu 30% moins cher, il concurrence le riz sri-lankais qui se vend du coup très mal. Nous avons beaucoup de riz en provenance d'Inde. Il est moins cher que d'autres pays. Il n'y a pas beaucoup de demandes actuellement pour le riz local parce que nous avons autant de riz importé que nous le souhaitons. En ce moment, le marché local du riz baisse rapidement et les ventes sont très basses. Dans le centre de l'île, il est une culture dont on dit que les plus subtils sont dignes des dieux. C'est ici, dans le district de Kandy, à 1200 mètres d'altitude, que l'Écossais James Taylor planta en 1867 les premiers théiers de Ceylan, l'ancien nom du Sri Lanka. Un siècle et demi plus tard, la région compte 625 plantations publiques et privées qui emploient 80 000 personnes. Comme Latna, 43 ans. Depuis 6 ans, elle ramasse à la main les feuilles qui serviront à produire le célèbre thé noir.
Des conditions de travail difficiles, 10 heures par jour, sur des terrains escarpés envahis de sangsues et de serpents. Son salaire, 1000 roupies par jour, un peu moins de 3 euros. கொழுந்து கூட இருந்தால் பேருக்கு மேலே 20 கிலோவுக்கு மேலே எடுத்தோம்னா ஒரு கிலோவுக்கு 45 ரூபா கணக்கில் மேலதிகமாக ஆல் டைம் சொல்லி போடுவாங்க. கட்டுப்படி ஆகுது இல்லை தான் எங்களுக்கு. இருந்தபோது எங்களுக்கு கொழுந்து குறைவாக இருந்தால் எங்களுக்கு அறவே கட்டுப்படி ஆகாது. ஏன்னா கொழுந்து இருந்தால் எங்களுக்கு 30 நாளும் வேலை தருவாங்க. அதனால ஒரு 8 நாள் வேலை 9 நாள் அப்படி செய்வோம். அந்த நேரம் எங்களுக்கு கூடுதலானவே கஷ்டம். மற்றபடி இதிலிருந்து வருமானம் எங்களுக்கு சரியான வருமானம் இல்லாமல் சாப்பாடு இல்லாமல் பிள்ளைகளை வளர்க்க இல்லாட்டி நீ வெளிநாடு போகிறது தான் எதிர்பார்ப்போம். La crise des engrais n'a pas épargné l'industrie du thé. La production destinée exclusivement à l'export a chuté en un an de 20%, avec 240 000 tonnes récoltées. Plus rare, il s'est vendu plus cher, rapportant 1,2 milliard de dollars. Une manne considérable qui pourrait profiter davantage aux ouvriers, selon le vice-président du Congrès des travailleurs de Ceylan, Bharat Arulsamy. Même si l'inflation a augmenté et que les coûts de production ont augmenté, les salaires, eux, n'ont pas augmenté. Les compagnies de thé pourraient envisager de relever les salaires, mais elles ne le font pas. Elles disent toujours qu'elles travaillent à perte. Les ramasseuses de thé qui gagnent 1000 roupies par jour et qui travaillent 20 ou 25 jours toucheront 25 000 roupies pour un mois de travail. Je ne pense pas qu'avec ce salaire et la crise actuelle, on puisse vivre décemment au Sri Lanka. Comme tous les matins, Niraj Demel commence sa journée par une séance de dégustation. Président du Conseil du thé au Sri Lanka, il teste une dizaine de variétés par jour. Arômes, goûts, parfums, chacune a sa particularité. La plupart des thés grandissent au-dessus de 600 mètres d'altitude. C'est ce thé-là, avec cette couleur. Puis vous montez entre 600 et 1200 mètres, il est de taille moyenne. C'est celui que je bois, la variété d'Imbula. Il pousse à 1200 mètres. Quand vous allez directement au sommet, à 2000 mètres, c'est Nourelia. C'est ce que j'appelle le champagne du thé de Ceylan. Grand amateur des thés du monde entier, Niraj Demel n'a pas compris cette conversion soudaine au bio. Ok, vous voulez passer à une agriculture 100% biologique? Donc vous devez avoir les stocks d'engrais biologiques disponibles avant de le faire. En une nuit, les engrais chimiques ont été interdits sans alternative biologique. Les arbustes ont souffert à cause de ça. Les producteurs de thé n'ont pas été consultés. Un groupe d'experts aurait au moins pu être nommé pour se confronter à la réalité du terrain avant d'appliquer cette réforme. Si vous regardez le marché global du thé bio, oui, c'est un tout petit marché. Oui, c'est vrai qu'il est vendu très cher, mais c'est une niche. Donc vous ne pouvez pas du jour au lendemain convertir les 300 000 tonnes de thé du Sri Lanka du conventionnel en biologique. Dès que vous ferez cette conversion, vous tomberez de 300 000 à 180 000 tonnes maximum. On n'obtiendra pas plus que ça. Il y aura un énorme déficit de récolte. L'agriculture biologique n'est qu'une goutte d'eau dans la production agricole du pays. À peine 3% des terres cultivées sont traitées sans produits chimiques. Parmi les quelques 2000 producteurs bio recensés en 2020, Saman Etarachi. Il fait partie de ces pionniers qui militent pour une agriculture 100% naturelle. අපිට කන්න බොන්න නැති වෙනවා ඇඳුම් පැළඳුම් ගන්න වස්ත්‍ර ගන්නවත් කිසිම දෙයක් ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මුළු විනාශ වෙනවා. මේ ලෝකය අද විනාශ වෙලා තියෙන්නේ මේ භූමියට කරන විනාශය නිසා. තව පරම්පරා 10ක් යනකොට මේ ලෝකෙ විනාශ වෙනවා. මේ විනාශ වෙන්නේ රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් භාවිතව වැඩි නිසා. Saman a pris la relève de son père qui cultivait déjà de façon traditionnelle dans les années 1960. Sur sa parcelle de 2 hectares, alimentée en eau par un canal d'irrigation, il fait pousser bananes, mangues, papayes, piments et aubergines. නෑ මේක ඇත්තටම හරි අමාරුයි. මේක හරිම අමාරුයි. නමුත් මේකෙන් අපි ජනතාවට දෙන්නේ ලෙඩ හැදීමේ ප්‍රවණතාවය අඩු කර ගැනීමක් සහ
මේ පරිසර පද්ධතිය රැක ගැනීම. Ces champs ne sont traités qu'avec des engrais biologiques qu'il fabrique lui-même. Dans ce bidon, un pesticide maison à base de soufre et de miel. ඇත්තටම මේක කරන්න නම් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ස්වභාවික පොළවෙන් ලබා ගන්න අමුද්‍රව්‍ය. ඒ කියන්නේ අපිට ගස්වල කොළ, පොතු, මුල්, ඒක සත්ව අපද්‍රව්‍ය මේ වගේන් තමයි මේ අපි මේ ඕගනික් එක හදන්නේ. Dans quelques jours, Saman récoltera les premières papayes de la saison. Grâce à ses 600 arbres, il espère en ramasser 3 tonnes. Ces fruits sont pour lui le symbole d'une résistance face aux partisans des engrais chimiques. මිනිස්සු හුරු කරලා තියෙන්නේ. දේශපාලඥයෝ පුළුවන් තරම් ඔළුවට දාලා තියෙන්නේ වගා කරපන් රසායනික ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරපන්. ඒකල්ලා මේ රටට ඩොලර්ස් හොයපන් කියලා. දැන් ඩොලර්ස් හොයනවා කියලා රට විනාශ කරන්න දෙන්න බෑ. ඒතකොට මට අවශ්‍යලා තියෙන්නේ දැම්ම ඉඳලම පුළුවන් ප්‍රමාණයකින් මේක අඩු කරලා ඊළඟ පරම්පරාවට ඒක බාර දෙන්න. Encourager la population à cultiver ses propres légumes. C'est l'initiative de la ville de Colombo. Il y a 3 mois, elle a labouré les jardins de la mairie pour les remplacer par 2 immenses potagers. D'un côté, une plantation conventionnelle traitée avec des engrais chimiques et irriguée au compte-gouttes. Le projet vise à promouvoir une agriculture urbaine. De l'autre côté de la mairie, changement de décor. Ce potager, entretenu par des employés d'une société d'espace vert, est cultivé 100% bio. Compost naturel, engrais biologiques et arrosage à la main. ඒ අරුදයට අපිට විසඳුමක් කොළඹ නගරයේ මිනිස්සු වැඩිට අපිට විසඳුමක් දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා තමයි අපි අවශ්‍ය කියන්නේ. දැන් රටේ ගොඩක් මිනිස්සු පුරුදුලා තියෙන්නේ දෙන දේ කාලා වෙන දේ බලන් ඉන්න වගේ පුරුදු. ඒ මිනිස්සුන්ට ආදර්ශයක් වෙන්න විදිහට තමයි අපි මේ දේ පටන් ගත්තේ. ඒකින්ද අපි ආදර්ශයක් වෙන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ට තවත් ඉස්සරහට අඩියක් තියන්න. Sur cette parcelle de 2700 mètres carrés pousseront bientôt concombres, haricots, carottes et tomates. 4 tonnes de légumes qui seront donnés aux cantines des écoles, à des orphelinats et aux cuisines communautaires. ඉතින් මේකට ගොඩක් දේවල් පිටපළාත් වලින් මේ දේවල් වෙනවා. මොකද මෙතන ලොකු අපේ කොළඹ තියෙන නගරවල පොඩි පොඩි ඉඩ තැන් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වුණාට ඒ තැන් වලත් අපිට පොඩියට හරි අපිට එදා වේලට කන්න පුළුවන් ආහාර. Au bord de l'océan Indien, le jardin de Gail Face Green. Situé près du palais présidentiel, il fut l'épicentre des manifestations qui conduisirent à la démission de l'ex-président Gotabaya Rajapaksa. Les tentes et les barricades ont depuis disparu. Et en ce samedi après-midi, la classe moyenne de Colombo s'y promène au soleil couchant. Une insouciance qui tranche avec la détresse d'une partie de la population. En poste depuis cet été, le nouveau président Ranil Wickremesinghe hérite d'un pays surendetté qui doit retrouver ses richesses d'avant-crise. Une agriculture prospère qui nourrit son peuple et un tourisme de masse qui dope l'économie. 2 enjeux majeurs pour faire souffler sur le pays un vent nouveau.